Madame, Monsieur, chères spectatrices, chers spectateurs, bonsoir. Après les vicissitudes de ces derniers mois, nous sommes évidemment très heureux de pouvoir vous retrouver bientôt, et enfin, je dirais. Vous nous avez manqué pendant cette période, mais heureusement, beaucoup d'entre vous nous ont manifesté soutien, encouragement sous des formes diverses, du simple message au don des billets. Nous vous en remercions du fond du cœur, ça nous a beaucoup aidé. Bien sûr, nous avons mobilisé depuis un arsenal de mesures pour vous permettre de revenir dans nos lieux en sécurité et aussi permettre à nos équipes et artistes de travailler en respect de consignes parfois qui sont très contraignantes, voire à la limite du praticable. Bien sûr, nous sommes prêts à rejouer avec un programme conséquent et cohérent, quoique reconfiguré par rapport à ce qu'il aurait dû être initialement. Mais nous savons aussi combien ce virus pernicieux est encore susceptible de venir déjouer vos envies et nos plans en cours de route. Il faut se résoudre à ce risque, faute de quoi nous resterions silencieux et risquerions de disparaître. C'est pourquoi, au monde d'après, à la réinvention, nous avons préféré l'idée de renaissance en prenant le soin de la sortir d'un point d'interrogation, car effectivement, rien n'est complètement sûr. Tout est à réhabiter, à revivifier, à réenflammer, mais c'est une mèche lente, si je puis dire. Alors, avant de vous présenter la programmation, je voudrais donner la parole à notre maire adjoint à la culture et vice-président de l'Opéra, M. Philippe Pauliat-Defaille, pour qu'il vous fasse part, lui, de son point de vue sur cette reprise. Je voudrais d'abord exprimer mon bonheur de pouvoir parler notamment à notre public fidèle et à notre public futur, et parler d'opéra, parce que nous avons été silencieux pendant de longs mois. Je sais que ce silence n'a pas correspondu à l'inactivité, puisque aussi bien les équipes techniques qu'administratives qu'artistiques de l'opéra ont beaucoup travaillé pendant cette période. Et je voudrais leur rendre un hommage et leur exprimer la gratitude de la ville. Et vous m'interrogez précisément sur la ville et son opéra. Et je suis là pour réaffirmer, bien sûr, à quel point un opéra est un marqueur pour une ville et pour Limoges, puisque Limoges est l'autre opéra de Nouvelle-Aquitaine. Donc la ville de Limoges y est très attachée, vous le savez, effectivement, budgétairement aussi, puisque c'est une dépense extrêmement importante dans le budget de la culture. Mais tout ça correspond en réalité à des valeurs. Vous l'avez évoqué, je crois profondément que l'activité culturelle, les institutions culturelles, les acteurs culturels, au premier rang desquels l'Opéra de Limoges, eh bien, sont des vecteurs de rayonnement, sont des vecteurs d'identification d'une ville, d'attraction, d'attractivité d'un territoire. Et c'est pour ça que, au sens politique le plus large du terme, et je l'espère le plus noble, la ville de Limoges y est très attachée. Je parlais de valeurs, je vois dans le travail qui a été fait de préparation de la saison, dont nous allons par ailleurs parler, et vous en parlerez évidemment beaucoup mieux que je ne saurais le faire, véritablement ces valeurs qui sont basées sur la confiance. La confiance vis-à-vis du public. Je sais que vous avez établi pendant cette période difficile et silencieuse des liens intenses avec notre public, que celui-ci vous a très largement répondu, très souvent répondu. Et puis je vois aussi dans ce programme la continuation d'un véritable effort de programmation cohérent qui donne à la saison une véritable coloration, une unité, dans la diversité certes, mais avec une idée générale. Et aujourd'hui, l'idée générale, c'est de renaître. Je suis également très sensible à ces marques d'engagement de l'opéra avec les jeunes d'Opéra Kids, avec les gens en quête de reconnaissance dans le travail de notre programme Un chant, une chance, que nous allons retrouver à la ferme de Villefavard l'été prochain. Tous ces gestes sont aussi des gestes culturels, mais sont aussi des gestes de confiance sociale et des gestes politiques au meilleur sens du terme. Parlons maintenant de la programmation. Celle-ci débutera avec le festival Zébrure d'automne des Francophonies dès le 24 septembre prochain, avec
la nouvelle création de son directeur Hassan Kouyaté, création baptisée Congo Jazz Band, pour 3 représentations, puis avec le concert de Ray Lema, une des grandes figures de la musique africaine. Ces 2 spectacles rendront hommage à un style musical formidable qui s'appelle la rumba congolaise. En ce qui concerne la programmation propre de l'opéra, elle débutera le 6 octobre, date à laquelle nous accueillerons 2 formidables artistes, Marie-Agnès Gillot, grande danseuse étoile, et Michael Rudy, très grand pianiste, pour un récital dansé. Alors ce récital était initialement prévu dans le festival 1001 notes, et puis finalement il a été annulé, et ce duo d'impressions dansées sera donc sur notre scène début octobre. Pour suivre, nous aurons un ciné-concert, le Phantom of the Opera, qui ouvrira un cycle de 3 ciné-concerts au cours de cette saison. Donc là, il s'agit du film de Rupert Julian de 1925, qui est accompagné par un groupe de rock électro-expérimental qui s'appelle Living Runs. Regardons quelques images de ce film pour se le remémorer. Revive au grand air un fleurilège des grands airs d'opéra avec l'orchestre de l'opéra sous la direction de Philippe Forget avec 3 jolis jeunes chanteurs vous permettra de reprendre contact avec le répertoire fin octobre. Ce concert sera aussi en partenariat avec la faculté de médecine de Limoges pour rendre un hommage à tous les jeunes étudiants et internes qui ont beaucoup œuvré au printemps dernier pour prendre en charge les personnes malades de la Covid. Nous avions prévu de vous présenter une nouvelle production du Faust de Gounod début novembre. Malheureusement, le format de cette production n'étant plus compatible avec nos contraintes sanitaires de travail, il faudra désormais patienter pour la voir à l'automne 2022. Nous avons tout de même souhaité conserver le thème de Faust et une partie de l'équipe artistique prévue pour l'opéra. Nous avons donc demandé à Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, chorégraphes qui devaient en assurer la mise en scène, de créer un nouveau spectacle à partir du texte d'Olivier Py, Faust nocturne. Lionel Ginoux, compositeur marseillais qui manie avec talent les voix, a été sollicité pour écrire en 3 mois une musique de scène pour 7 chanteurs, les 7 chanteurs initialement engagés pour Faust, et un quatuor à cordes avec piano qui viendra s'entrelacer au texte d'Olivier Py et aux chorégraphies servies par, donc texte et chorégraphie, 3 comédiens et 3 danseurs. Claude Brumachon et Benjamin Lamarche sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux. Claude, je me tourne vers toi et on connaît bien ton travail chorégraphique ici à Limoges où tu as présenté nombre de tes projets depuis de nombreuses années. Mais pour une fois, je dirais qu'au commencement est le texte. Comment tu as appréhendé ce matériau peut-être inhabituel pour toi qui occupe beaucoup de place dans cette création avec ce Faust d'Olivier Py qui par ailleurs prend le contre-pied de celui auquel nous sommes habitués, celui de Goethe? Alors au départ, je vais répondre franchement, j'ai eu très peur. Il y a eu quelque chose qui m'a un peu terrorisé. Ça a duré une semaine. C'était un peu comme dans une espèce de rêve, cauchemar, cauchemar après. Je me disais, mais
suis-je capable, puisque je suis chorégraphe, est-ce que je suis capable de faire danser les mots ou de mettre en scène des phrases, des textes, des poésies, des métaphores, des images. Puis petit à petit, je me suis plongé dans le texte, j'ai commencé à rêver, j'ai commencé à dormir dessus, parce que moi, je fonctionne un peu comme ça, hein. J'ai toujours ce moment comme ça où le sommeil m'envahit, et du coup, je pense aux choses, et je me dis, oui, c'est juste, c'est nécessaire, ça a du sens. Parce que c'était aussi la question du sens, et je me disais, il faut que ça soit relié aux fosses de Gounod, il faut que ce soit avec, il ne faut pas que ce soit donné comme ça pour le donner. Je trouvais que l'idée des deux était magnifique. Donc, j'ai tremblé un peu et puis je me suis dit, oui, je crois que je suis capable. Je crois que je suis capable de mettre en scène des musiciens, des danseurs, des comédiens. Je suis capable de faire ça, de mélanger les trois et surtout avec une harmonie. Parce que ce qui va être compliqué, je crois, sur ce projet-là, et ça me préoccupe aussi pas mal, c'est comment faire en sorte que les trois univers qui sont très forts soient respectés. En plus, les musiciens, ça fait 4 univers, soient respectés et soient respectés à l'endroit où ils sont. Donc, j'ai multiplié les rôles, c'est-à-dire que donc il y aura 2 faustes plus un fauste chanteur. Donc, le fauste chanteur a un peu un rôle d'ovni, on va dire, quelqu'un qui va passer comme ça, qui va faire le lien entre le corps et le texte. Bien sûr, les comédiens que j'ai auditionnés étaient des comédiens qui savaient bien bouger. Donc ça, c'était aussi une condition importante, c'est-à-dire de faire un lien entre danseurs, comédiens, chanteurs, que les trois soient harmonieusement réunis. Et puis finalement, ça m'a excité, et je te remercie Alain de m'avoir invité pour ce projet, parce que ça m'a vraiment excité. Je me suis dit, c'est un moment de ma vie où finalement j'ai fait beaucoup de créations, et c'était un endroit où je n'avais pas été, et je crois que je suis prêt à le faire. Et je sens en plus cette chose-là parce que là, depuis un moment, les choses s'harmonisent assez bien. Bon, on parlera du musicien après, et du compositeur, mais je trouve que les choses, je vois quelque chose en tout cas de juste qui est en train d'arriver. Je croise les doigts. Alors justement, ce Faust, qui est donc en fin de vie, d'une certaine façon, il est dans ce texte d'Olivier Py sauvé par ses désirs. Alors comment est-ce qu'on va sentir ça sur scène? Comment tu vas traduire ça? Déjà, je crois que je vais essayer d'aller vers quelque chose d'assez radical, quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que je pense qu'on va être dans le charnel, dans le sensuel, même si il va y avoir forcément cette chose difficile qu'est le coronavirus que l'on vit tous en ce moment, et donc tous ces gestes barrières. Donc là, on a commencé à travailler sur des choses, des plexiglas. On va mettre la scénographie va être découpée en morceaux. Ce que j'aimerais bien, c'est ne pas perdre le côté, parce que dans le texte d'Olivier Py, il y a une violence, il y a une crudité, je dirais. Il y a quelque chose de très charnel, de très sexuel, même on peut dire ça comme ça. Et comment arriver à le rendre avec les gestes barrières? Parce qu'il y a quand même ce challenge-là qui arrive, qui se rajoute quand même. Parce que c'est vrai que si on parle de la gestuelle Bromachon la marche, on va dire tout de suite, forcément ils vont se toucher, forcément ils vont s'attraper, forcément ils vont être quasiment à poil. Bah, là, je crois que ça va être autre chose. Même si je vais garder ça derrière dans les sens, et c'est là-dessus que je dois travailler sérieusement avec les comédiens et les danseurs, plus d'ailleurs, sur comment rendre le charnel, le sensuel du texte, la radicalité, les désirs de Faust, qui sont quand même directement préhensibles. On comprend très vite ce qu'il veut et ce qu'il a envie. Et comment rendre cette chose-là, même la crudité du texte de Grand Malheur, qui parle de manière très directe, comme ça, il n'y a pas du tout il n'y a pas de filtre dans sa manière de parler, il n'y a pas de filtre dans la manière de dire les choses. Et comment le rendre avec cette chose qui s'est rajoutée, qu'est cette épidémie. Voilà tout le jeu. Donc, ce qu'on va s'attendre, je crois qu'on va rester quand même dans du Brumachon la marche. Et les gens qui nous connaissent bien vont reconnaître la patte parce que de toute façon, je pense qu'elle sera là. Mais elle va être un tout petit peu à un autre endroit. Et c'est peut-être ça qui m'intéresse d'ailleurs. Benjamin, merci Claude. Benjamin, tu as été l'interprète emblématique de Claude pendant de très nombreuses années, même encore parfois. Pour ce projet, tu co-signes le travail de création avec lui. Comment s'organise votre duo dans le travail, notamment dans ce projet où il y a finalement beaucoup d'interprètes différents, hein, Claude l'a dit, chanteurs, comédiens, musiciens, danseurs. Comment ça interagit entre vous et quel est ton rôle au fond comment tu te positionnes, comment tu te places? Quel est mon rôle? Bon, premier point, c'est éminemment Claude qui est le chorégraphe, le metteur en scène, on va dire le créateur. Le mot est toujours un peu pompeux, mais c'est lui qui fait la création. Effectivement,
je co-signe dans cette. Le première chose à faire, c'est d'être ouvert et à l'écoute. Donc il me parle on parle beaucoup, mais il me parle beaucoup. On parle de ce qu'on a lu, d'éléments dehors, dans la rue, dans la ville, dans la nature, qui tout d'un coup nous font penser à, nous donnent une image de. On parle du texte. Donc, moi j'écoute. On parle de la mise en scène, de quels éléments. Donc un matin il se lève, il me dit top, on arrive, il dit tiens regarde, tac tac tac. Il m'arrive parfois d'ajouter un élément, mais peu. Le travail, là où bon, il sourit, mais je suis toujours. Voilà. Le gros travail, c'est ce travail de trait d'union, ce travail de lien. C'est plus que d'être assistant, bien sûr, mais c'est comment on va bouger le comédien. Les danseurs sont souvent très autonomes, là, quand on a un travail avec plusieurs obédiences, mais faire bouger les comédiens, faire bouger les danseurs, enlever certaines choses qui ne nous plaisent pas, qui vont être de l'ordre du trop illustratif, donner la ligne d'ensemble, se rappeler de telles notions, un travail de script, un travail d'assistant, un travail aussi beaucoup de mouvements, c'est-à-dire trouver les mouvements, les insinuer, les encastrer, trouver comment parler, trouver comment s'organisent les choses. Donc en fait, c'est vraiment de la co-création, mais l'idée de base, bon, 3 danseurs, c'est lui, l'idée de plexiglas, ça vient de lui, après ça s'enchaîne. Ce sont des allers-retours entre nous. Sur le travail exact dans le studio. Après, il y a l'échauffement, il y a le travail de mise en corps, il y a le travail de la gestuelle, il y a le travail de la précision ou de la non-précision, il y a le travail de rendre les choses un peu plus sales, un peu plus floues, ou un peu plus propres, un peu plus précises. Tout ça, c'est quelque chose sur lequel je suis très... que je fais avec beaucoup d'acuité. Et puis sinon, le travail d'être avec Luc, puis là, c'est là, putain, là on se plante, là c'est bien... Là, je dis rien, c'est OK. Un jour, je dis quand même. Bon, voilà, de la discussion qui fait que les choses avancent comme ça. Oui, c'est à la fois un regard de l'intérieur et de l'extérieur Exact. aussi par moment. Exactement. Parlons quelques minutes de votre coopération avec Lionel Ginoux, à qui j'ai confié l'écriture de cette musique. Je précise que la pièce n'est pas une forme opératique, mais c'est plutôt une musique de scène enchaînée, entrelacée avec... évidemment, toute la partie chorégraphique et le texte qui est quand même assez conséquent. Donc, on est plutôt sur un théâtre des voix et un théâtre des corps, hein, je dirais. Voilà. Comment ça s'est passé avec Lionel Ginoux? Comment vous l'avez abordé? Parce que c'est jamais évident, parce qu'il y avait déjà cette matière très forte d'Olivier. Il y a votre univers chorégraphique, et puis d'un seul coup, surtout là, dans des délais très courts, on amène quelqu'un qui doit essayer de faire, peut-être pas la synthèse, mais qui doit s'adapter aussi à tout ça. Oui, c'était effectivement quelque chose qui nous inquiétait beaucoup. Je revois même encore très très bien la rue qui mène chez lui. On monte à Marseille, là, on traverse cette rue, là où il y a eu ces immeubles qu'on cramé. On frappe, on n'a aucune idée de la tête du type, de comment il va nous recevoir, on ne sait pas quelle musique ça va être. Bon. Et finalement, il y a la première... Bon, d'abord, on s'est rentré, et la première note nous a fait... Mais moi, en tout cas, ça fait ça. J'ai fait, c'est ça. Et bon, déjà, après une note, c'est ça. Donc après, il y a une première introduction de 5 minutes qui est exactement... On n'avait parlé que au téléphone, où Claude et lui, parce qu'au téléphone, forcément, on n'est plus que deux, mais j'étais à côté, avaient parlé beau, et Claude avait donné toutes ses idées, lui avait donné des renvois. C'était vraiment un aller-retour. Ah, ici, je vois trop de trucs. Ici, c'est un peu. Ici, voilà. Ici, je vois ça. Claude avait dit, je vois ça. Lui disait des choses. Et au téléphone, c'était très bien passé. Et on n'avait pas entendu de musique. On ne savait pas du tout quel genre de musique il faisait. On avait vaguement été chercher sur Internet des trucs. Mais va chercher sur Internet quelque chose. Et donc, on a travaillé une première fois à Marseille. On était complètement d'accord. On a fait quelques remarques sur lesquelles il était... ah bah oui. Et lui nous a fait quelques propositions en disant, ici, j'aurais vu plus ça. Tu as raison. Donc, il n'y a pas eu d'accro. Au contraire, il y a eu vraiment une accroche plutôt qu'un accro. Et puis, on a retravaillé la semaine dernière ensemble à Paris, où là, on a tout finalisé. Et très franchement, la musique c'est complètement... Je ne peux pas dire ce qu'on attendait, parce qu'on n'avait pas une attente précise. Mais ça s'accorde avec... De même que quand tu nous proposes le texte d'Olivier Py, moi, je ne l'avais jamais lu, ce texte-là. Je connaissais bien l'univers d'Olivier, mais je ne connaissais pas ce texte-là. Tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Tu lis le truc, tu dis ah oui, comme dit Claude. Et là, la musique, elle arrive, tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Tu dis oui, ça fait sens. Les deux ensemble font sens. Nous, les idées qu'on a du corps, des danseurs, des chanteurs,
ça fait sens. Donc, pour l'instant, on est sur un Bon élan. un élan, une chimie qui prend. Même quand Lionel m'a proposé la musique, c'est vrai que moi j'ai toujours un peu ce côté instinctif, un peu animal, on va dire, de ressentir la musique de l'intérieur. C'est-à-dire que la première note est passée, le morceau est passé et j'ai ressenti à l'intérieur. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est viscéral. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai ressenti quelque chose et j'ai vu les comédiens bouger, j'ai vu les danseurs danser, j'ai vu les chanteurs bouger. Et ça a été, je me dis, bon, ok, d'accord. Si cette chose-là, parce que c'est toujours le problème quand tu as une musique qui arrive comme ça au dernier moment ou dans des moments comme ça un peu de risque actuel, c'est de ne pas ressentir la vibration ou la pulsation profonde de la chose. Et là, je trouve que Lionel, il a trouvé une chose, en tout cas, l'harmonie entre le texte et la musique, elle est déjà là. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez évident. Maintenant, il faut que nous, on arrive à être bien aussi, à être avec tout ça. Et c'est là où ça devient très excitant pour un créateur. Et il faut dire qu'on a aussi la chance d'avoir un plateau de chanteurs absolument formidable, hein, puisque les 7 solistes qui étaient sur la production de Faust de Gounod, avec non des moindres, hein, Nicolas Cavalier, Julien Dran, Camille Schnour qu'on a connu ici sur une Butterfly formidable il y a 2-3 ans. Voilà, donc vous allez aussi avoir ce matériau-là, sonore, dont le compositeur évidemment bénéficie, mais je pense qu'il va être aussi intéressant parce que c'est des corps en vibration. Voilà, alors pour clôturer, je dirais que vous avez une très belle formule dans notre magazine pour signer l'interview que vous avez accordée, qui est la fulgurance du vivant. Donc ce spectacle, ça va être ça aussi. Je crois qu'on a toujours été comme ça perturbé ou questionné par le vivant. C'est-à-dire que quand tu crées, tu as toujours cette chose où finalement tu fabriques quelque chose que tu vas répéter, que tu vas refaire sur scène. Et comment garder à l'intérieur de ça cette espèce d'instant présent. C'est tout notre travail, nous, de créateurs, d'interprètes, de danseurs, de chanteurs, de compositeurs, enfin tout le monde. Tout le monde cherche cette chose-là. Et là-dessus, alors du coup, je dirais le challenge de faire une pièce très rapidement, parce que finalement ça s'est décidé en juin et ça va sortir en novembre, c'est pas forcément mal aussi, curieusement, parce que d'un seul coup tu dois aller à l'essentiel. C'est-à-dire, tu vas pas te perdre dans les détails, tu dois aller à l'essentiel. Et avec Lionel, c'était ça qu'on sentait. On s'est retrouvés aussi. Oui, il faut aller à l'essentiel, on ne peut pas perdre de temps, hein, c'est évident. Et avec les danseurs, ça va être pareil, avec les chanteurs, ça va être pareil, avec les comédiens, ça va être pareil, avec les musiciens, ça va être pareil. On a peu de temps pour faire quelque chose. C'est pas forcément négatif, ça, bizarrement. Enfin, après, c'est des choses de temps, mais des fois, des fois, il y a des jetés comme ça ou des inachevés qui arrivent, qui sont des choses qui deviennent importantes. Ça, c'est le mystère. Eh bien, je vous remercie tous les deux, mais avant de se quitter, on va regarder un petit extrait de votre travail chorégraphique. Quelques jours après ce Faust nocturne, l'orchestre de l'Opéra sous la direction de Nicolas André, que nous accueillerons pour la première fois à la tête de notre phalange, fera un clin d'œil à Faust. Ce programme, baptisé Faust d'orchestre, vous permettra d'entendre la suite d'orchestre du ballet de Faust, extrait de l'opéra de Gounod, couplé avec la magnifique symphonie numéro 2 de Gounod. Nous retrouverons aussi en novembre, évidemment, le festival Éclat de Maille, un rendez-vous maintenant incontournable à Limoges, avec 5 des principaux concerts ici à l'Opéra, dont notamment James Carter ou encore Éric Truffaz. Pour parler du projet suivant, Clarté Obscure, nous avons rencontré hier ici même, dans la salle, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deleuil. On les écoute. Cher Jean-Philippe, cher Olivier, alors après l'annulation forcée de notre reprise de Per Gunt en juin dernier, vous allez finalement inaugurer votre nouvelle résidence à l'Opéra de Limoges cette saison. Alors cette résidence, on l'a baptisée Opéra 360 degrés, puisqu'elle a pour objectif d'explorer
toutes les possibilités de collaboration entre l'institution lyrique de l'Opéra et votre collectif artistique. Donc elle comprendra pendant les 4 années à venir différentes modalités, à la fois des reprises de projets qui existaient déjà, que vous aviez déjà fait avant nous, des projets qu'on a fait ensemble, des nouvelles créations, de la codirection artistique de projets, de la coproduction, donc un ensemble de choses. Donc le premier des projets qui arrive dans cette saison 2021 signe toujours aussi votre envie de renouveler un peu les formats du spectacle et du concert, et notamment du concert vocal. C'est vraiment d'actualité, et ce projet qui s'appelle Les Octonnaires de la vanité et de l'inconstance du monde sera présenté en décembre prochain. Alors il entraînera les chanteurs du chœur de l'Opéra dans un répertoire qui est un peu différent, en tout cas inattendu pour eux, peu habituel, et puis surtout une modalité de présentation au public qui pour le coup va être particulièrement inédite. Alors est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques clés à nos spectateurs? Est-ce que vous pouvez leur donner quelques clés à la fois de cette œuvre, du texte, de la musique, et puis aussi de comment vous comptez la présenter au public? Oui, en fait, la clé de départ, c'est de donner à entendre une musique qu'on entend rarement. C'est de la polyphonie française de la fin de la Renaissance. Donc c'est très précisément la musique de la fin du XVIe siècle. C'est l'époque des guerres de religion en France. Et ce sont des octonnaires. Alors le mot comme ça a l'air un peu bizarre. Un octonnaire, c'est quoi? C'est très simple. C'est un petit poème de 8 vers, donc octonnaire, parce que ça fait toujours 8 vers, c'est très court, qui sont mis en musique par 2 compositeurs de la Renaissance, Claude Lejeune et Pascal de l'Estocard. Ça sonne vraiment comme de la polyphonie, comme Palestrina, par exemple, d'Italie, au même moment. Et l'époque des guerres de religion, un petit peu comme notre époque aujourd'hui, c'est une époque troublée, c'est une époque incertaine, où les gens s'interrogent beaucoup en France sur leur avenir, sur la mort, sur la maladie. Et chacun de ces poèmes, en fait, nous enseigne en musique à nous détacher et à apprendre le détachement par rapport aux vanités et par rapport à l'inconstance du monde. Ouais, je crois que ce qui nous a vraiment intéressé quand on a découvert ce répertoire, c'est non pas justement la dimension au départ religieuse, évidemment, de cette musique qui est forte, puisque, comme l'a rappelé Jean-Philippe, c'est le répertoire des huguenots français pendant les guerres de religion. Donc c'est un répertoire qui est sous un caractère spirituel, a même une force politique assez importante. Non, nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est de le regarder d'abord comme un répertoire métaphysique, une réflexion sur la condition humaine. Et ce qu'on trouve évidemment extrêmement intéressant et qui va un petit peu dans la suite des démarches qu'on a toujours en effet faites par rapport au répertoire, c'est qu'on prend l'un des répertoires chantés les plus éloignés d'aujourd'hui pour dire combien il parle tout simplement à la société contemporaine, mais je dirais même, puisque ça c'est l'un des objectifs principaux du Lab, au Limoges du mois de décembre 2020. Et si on parle de la forme, sans trop dévoiler, mais on sera vraiment dans le domaine de l'installation. C'est-à-dire que ce sera une installation dans cette salle qui mélangera de la vidéo et du chant, de la présence physique, du magnétisme chantant physique. Et ça sera un petit jeu, je pourrais dire, entre les spectateurs et les performeurs, pour que très vite, on ne va plus savoir, parmi les gens qui sont assis dans cette salle, qui est un vrai spectateur et qui est un vrai choriste de l'opéra. Et parce que ça, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, en fait, c'est que ça nous dise que nous et le chanteur, nous spectateurs, je veux dire, et le chanteur, on partage à un moment dans Limoges une même réalité, une même sentimentalité. Ça nous plaît beaucoup. Ce qui a été important pour nous aussi, c'est on a tous évidemment été frappé combien tout d'un coup le streaming finalement, la diffusion des productions qui avaient été présentées a tout d'un coup envahi les réseaux sociaux ou les médias en général. Et nous, je dois dire qu'au-delà du moment de satisfaction finalement de redécouvrir un peu le travail, soit le nôtre, soit le travail de certains de nos collègues, ce qui nous a fait peur, c'est le sentiment que peut-être
pouvait monter une cassure avec le public. On a commencé, nous, à réfléchir à un projet, par exemple, sans public. On s'est dit c'est pas possible, on fait du spectacle vivant, et le spectacle vivant, c'est certes la matière vivante de l'artiste en scène, mais c'est aussi le public qui le reçoit. Et cette peur, cette cassure, le fait que le public ou l'artiste pouvait être pour l'un ou pour l'autre un danger nous a beaucoup effrayés. Et donc on essaye à travers ce projet, en effet, de rappeler qu'il n'y a pas de spectacle vivant sans des artistes en effet en scène, mais sans non plus un public pour le recevoir. Et ensuite, et ça je pense que ça irrigue évidemment l'ensemble de nos projets. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est le cérémonial, c'est le rituel, et c'est pour ça qu'on est, je crois, aussi à l'aise, ou en tous les cas intéressé par toutes les œuvres religieuses. C'est qu'il n'existe pas de religion sans cérémonial, sans rituel. Et religion, l'une des étymologies possibles, c'est relier, c'est rassembler. Alors pour nos spectateurs, ça va être un rassemblement d'un genre un peu particulier, donc il ne faudra pas en être surpris lorsque vous voudrez prendre un billet pour cette performance, je ne sais pas trop comment on va l'appeler. En fait, vous aurez des heures d'accès en fait, qui seront séquencées, donc par quart d'heure. Donc il va entrer une trentaine ou une quarantaine de spectateurs à 15h, à 15h15, à 15h30, ainsi de suite. Puisqu'en fait, le spectacle est monté sous forme d'une boucle musicale d'une heure qui tourne 3 fois sur elle-même. Et en fait, on entre, on a 1 heure d'entrée et 1 heure de sortie. Et le public va bouger, va se renouveler, et un peu comme quand on entre dans un musée d'art contemporain et qu'on est face à une œuvre, on va passer et puis un petit temps avec elle, et puis ensuite on va passer à autre chose. Mais là, c'est un peu le même procédé. Voilà pour ces octonaires. La suite du mois de décembre sera consacrée au report de 2 concerts initialement prévus au printemps dernier et qui avaient dû être annulés. Nous accueillerons le magnifique baryton français Vincent Le Texier, accompagné au piano par Ancousa Aprodou, dans un programme qui tisse des liens entre les lieds de Schumann ou Hugo Wolf et les adieux de Wotan à sa fille Brunhilde dans L'Anneau des Nibelungen de Richard Wagner. Les chanteurs particulièrement impactés par la crise ont besoin de votre soutien. Venez donc nombreux à la rencontre de ces très beaux artistes. Juste avant Noël, nous retrouverons Robert Huy, notre chef principal, pour un Ludwig's Christmas avec l'orchestre de l'Opéra de Limoges, le Appalachian Spring, la suite chorégraphique de Aaron Copland, et évidemment la très fameuse 5e symphonie de Beethoven. Le mois de janvier et février seront consacrés à Dvorak. Nous avons réussi à conserver notre nouvelle production de Roussalka, que nous avions coproduite avec l'Opéra national du Rhin et mise en scène par la metteuse en scène allemande Nicola Raab. Vous découvrirez toutefois une version orchestrale réduite, très bien écrite par le compositeur tchèque Marian Lejava, sous la direction de Pavel Balev. Attention, chef-d'œuvre, on va découvrir quelques images du spectacle lors de sa création à l'Opéra du Rhin, avec son décor très esthétique et des vidéos saisissantes. Le rôle titre de Roussalka sera chanté par une soprano arménienne qui s'appelle Rouzan Matassian, à découvrir. Ce focus consacré à Dvorak sera complété par un concert de l'Eben Trio et un programme symphonique dirigé par Robert Huy avec la 7e symphonie de Dvorak et le concerto pour violoncelle en si mineur opus 104. Je vous invite à découvrir un jeune soliste de grand talent, Victor Julien Laferrière. C'est la fine fleur d'une nouvelle génération d'instrumentistes français.
Il est lauréat du concours Reine-Élisabeth et des Victoires de la musique en 2018. On va l'écouter dans un petit extrait du Chant des oiseaux de Pablo Casals. Après cet avis de bohème consacré à Dvorak, nous partirons sous d'autres cieux et une autre époque avec le ballet de l'Opéra national de Bordeaux pour deux grandes pièces de la danse du XXe, américaines, toutes les deux créées pour le New York City Ballet. Le Herman Sherman, créé par William Forsythe en 1992, et le In the Night, créé par Jerome Robbins en 1970. Cette pièce de Jerome Robbins, notamment, est appuyée sur 3 nocturnes de Chopin qui seront jouées en direct au piano par Michalis Boliakis. Contraint de reporter notre nouvelle production de La Dame Blanche, prévue en mars, nous la jouerons donc en janvier 2023. Mais nous vous présenterons tout de même un spectacle musical avec l'orchestre et les 6 chanteurs de la production initiale, spectacle que nous avons baptisé Le Mystère de la Dame Blanche, une sorte d'avant-goût pour la production, à la fois pédagogique sur cette légende et ludique, avec une mise en image animée de cette histoire qui traverse l'opéra comique de Boieldieu. Vous y entendrez de nombreux extraits de son opéra. Nous accueillerons aussi pour la première fois, à la tête de l'orchestre, Faisal Karaoui, qui est le directeur musical de l'orchestre de Pau, Pays de Béarn. L'un des temps forts de cette saison se déploiera pendant 3 semaines entre fin mars et début avril. 9 propositions artistiques autour de la figure emblématique de Jésus qui, au fil des siècles, a toujours fasciné et inspiré les artistes. Jésus vu par les artistes d'hier et aujourd'hui, les compositeurs Joseph Haydn, Théodore Dubois, Olivier Messiaen ou plus proche de nous Suzanne Giraud, dont nous créerons à cette occasion un tout nouveau quatuor à cordes, des interprètes multiples qui se succéderont, Marie Vermelin, Élodie H, le quatuor Tana, le pianiste Pascal Amoyel, Jean-Luc Votano, magnifique clarinettiste, le concert de la Loge sous la direction de Julien Chauvin, la comédienne Marina Hans, l'orchestre et le chœur de l'opéra, David Gauchard, les créateurs Tintin et Animal Fabuleux, musique de chambre, oratorio, concert méditation, court-métrage, art de la porcelaine et une rencontre exceptionnelle avec l'une des icônes de la littérature d'aujourd'hui. On l'écoute. Qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu ou qu'on ne le croit pas du tout, il faut en convenir, Jésus c'est quand même un sacré héros. Et mon père m'a présenté ce héros quand j'avais 2 ans et demi. Ça a été un choc absolu. J'ai tout de suite pensé, ah mais voilà, ça c'est le héros absolu, c'est le héros de ma vie. Et j'ai eu une impression extrêmement forte. Par la suite, comme j'appartiens à une famille catholique, j'ai suivi tout le parcours des enfants de mon milieu, catéchisme, première communion, etc., toutes ces sortes de choses. Et finalement, ça a pas mal affadi la vision que j'avais de Jésus. Mais au cœur de ce temps fort, nous retrouverons aussi Jean-Philippe Clarac et Olivier Deleuil qui m'ont inspiré ce festival. On les retrouve dans un entretien que nous avons enregistré hier ici même. Le festival Ecce Homo donc, fait de la figure de Jésus une sorte de super-héros des artistes. Alors ce temps fort est finalement né de votre concert méditation autour des 7 dernières paroles du Christ de Joseph Haydn, un projet que vous avez déjà fait sur plusieurs scènes européennes et que nous allons évidemment reprendre dans le cadre de ce festival. Alors déjà nous allons en voir et en écouter un petit extrait.
Pourquoi Jésus, mais plus généralement, le sujet des religions fascine-t-il, et vous en particulier, donc fascine-t-il tant les artistes, à votre avis? Moi, là, c'est un avis très très subjectif et très personnel. C'est la question de la transcendance. C'est la question que je pense, à un moment de notre vie, avec plus ou moins d'intensité, on se pose ou on se posera tous, et certains vont s'y arrêter quelques minutes et d'autres vont s'y arrêter des années sur cette question. C'est la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de nous? Et s'il y a une chose au-delà de nous, comment nous pouvons peut-être atteindre à cette chose ou initier un contact avec cette chose? C'est la question de la transcendance. Et depuis qu'on était étudiant avec Olivier, on a toujours aimé les 7 dernières paroles du Christ en croix de Haydn parce que, en fait, bien sûr, c'est une œuvre d'inspiration catholique qui a été commandée pour une cathédrale à Cadix par un évêque catholique, mais en fait, dès le début et dès le XVIIIe siècle, les gens ont bien compris que c'est une œuvre qui a une portée métaphysique, une portée spirituelle, qui est en fait, qui dépasse largement, qui est une œuvre qui nous questionne sur la question de la transcendance. Donc ça, c'était, je dirais, pour moi, la chose la plus intéressante dans la recherche de la figure du Messie et de l'Ecce Homo. Alors on est dans la version, pour être précis avec nos spectateurs, on est dans la version pour orchestre, puisqu'il en existe 4 versions. Il y en aura d'ailleurs d'autres dans le temps du festival Ecce Homo, mais celle-ci dont on parle, c'est la version pour petit orchestre de chambre. Donc ce sera en l'occurrence le concert de la loge qui est sous la direction de Julien Chauvin, qui est un ensemble qui connaît bien cette musique de Haydn, puisqu'il s'en est fait une grande spécialité. Et puis il y a aussi donc tous les textes qui viennent s'intercaler entre la musique de Haydn, c'est 7 paroles, et donc qui sont lues par la comédienne Marina Hans, qui a déjà fait ce projet avec vous il y a un peu plus d'1 an maintenant à l'Opéra de Bordeaux. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se trame, comment ça se noue? Qu'est-ce qu'on va entendre aussi? Quels sont les textes? Nous, à l'origine, évidemment, on était fascinés par la partition en elle-même, qui est une très très belle partition, mais on était évidemment aussi très intéressés par le fait que lorsque l'œuvre a été commandée à Haydn, elle était dès le départ accompagnée d'un rituel. C'est-à-dire qu'on tendait de noir, le rituel pascal évidemment, on tendait de noir la cathédrale de Cadix, les gens y entraient et y entraient ensuite, en fait, pour suivre une méditation donnée par un prêtre qui commentait en fait chacune des 7 paroles du Christ. Et on va dire que presque la musique de Haydn, les 7 sonates de Haydn, sont comme des intermèdes finalement musicaux autour de cette méditation. On voulait absolument garder ce principe parce que c'est un principe qui nous interroge depuis vraiment les origines de notre travail et de notre rencontre artistique avec Jean-Philippe, c'est-à-dire que l'idée que d'une forme esthétique, artistique, peut naître un discours. Discours qui peut être politique, métaphysique, dramatique, bien entendu. Ensuite, donc, pour nous, évidemment, ce qui nous intéressait, c'est de trouver une traduction de cette méditation, une réflexion sur chacune des 7 paroles, mais qui, justement, conserve un caractère métaphysique ou interroge le monde d'aujourd'hui, sans spécialement faire un spectacle religieux. Alors, on ne nie absolument pas l'origine catholique de l'œuvre, mais ce qui nous intéresse évidemment c'est de la prolonger. On a travaillé avec le dramaturge de Clarac de l'Œil le Lab, Luc Bourrousse, à une sélection de textes tout azimut, aussi bien, alors on trouve évidemment des textes religieux, la Bible, le Coran, des textes bouddhistes aussi, mais aussi des textes très contemporains, des textes qui interrogent chacun des sentiments
qu'exprime le Christ tout au long de son agonie. L'idée, c'est aussi, comme souvent chez nous, de nous adresser aussi au public qui est dans la salle. Et à chaque fois, on a, on va dire, un corpus d'une trentaine de textes. 70% sont ceux qu'on donne à peu près dans chacune des représentations, mais on adapte un petit peu. On a un certain nombre de textes qui ne sont donnés et qui, là, reprendront des textes qui évoqueront Limoges ou la littérature autour de Limoges. Et en fait, si on peut, une chose à préciser qui va dans le sens de cette recherche qu'on fait toujours pour essayer je dirais c'est même au-delà de actualiser le propos, c'est d'essayer de montrer en quoi l'œuvre classique parle de vous et moi aujourd'hui et maintenant. Donc, en l'occurrence, 2020 Limoges. Oui, il y aura des extraits de la Bible. Oui, il y aura des extraits d'auteurs de Limoges. Mais il y aura aussi du Patti Smith, du Leonard Cohen, enfin de ce qu'on pourrait dire de la poésie musicale d'aujourd'hui. Et pour nous, c'était important. Je reviens sur la figure de Marina Hans. Le spectacle, c'est quoi ? C'est une femme, comme n'importe quelle femme dans la salle. C'est pas du tout un Christ, c'est une femme qui déambule au milieu des musiciens de l'orchestre, qui petit à petit s'élève dans une construction vidéo, et cette femme, elle questionne l'actualité des 7 dernières paroles, et elle découvre des textes partout dans le décor qui, que vous le vouliez ou non, vous invitent très vite à penser à quel est l'écho actuel en cette femme, donc en vous et moi, des 7 dernières paroles. On a voulu s'appuyer sur une vidéo, pour nous très importante dans ce projet. C'était vraiment une idée de Haydn. Haydn réfléchissait comme ça, à l'idée de savoir comment les gens recevraient cette musique pour la première fois. Et avec Jean-Philippe et un vidéaste avec qui on travaille dans le lab, on est parti à Jérusalem en fait, et on a filmé des gens pris sur la Via Dolorosa, sur donc le chemin qu'a emprunté le Christ pour monter vers le Golgotha. On a demandé à des gens qui sont aussi bien une jeune militaire israélienne, un étudiant palestinien, un prêtre éthiopien, un groupe de pèlerins d'Amérique latine, s'ils acceptaient d'écouter avec nous cette musique qu'ils découvraient pour la plupart, évidemment, pour la première fois. Et en fait, on a donc filmé leur visage écoutant cette musique. Ces visages deviennent des paysages, finalement, de Jérusalem, et des paysages sur lesquels nous, ensemble, dans la salle, nous pouvons nous-mêmes méditer, puisque nous regardons des gens qui écoutent la même musique que nous. Alors dans ce festival Ecce Homo, vous serez également présent sur 2 autres propositions. L'une de celles-ci préexistait également à notre collaboration actuelle. C'est le cycle d'Olivier Messiaen, Haraoui, qui est un cycle vocal, accompagné chant et piano. Donc c'est ce très grand cycle piano-voix. Là encore, il répond toujours à votre souci de renouveler un peu le cérémonial du concert, là du récital en l'occurrence. Et qu'allons-nous voir donc autour de Élodie H, la soprano, et de Marie Vermelin, la pianiste, sur le plateau? Là, l'idée, effectivement, comme vous dites, c'est de renouveler le cérémonial. En gros, pour faire simple, la plupart du temps, un récital, c'est une dame dans une plus ou moins jolie robe en taffetas qui entre, qui pose élégamment la main sur un piano laqué noir et qui se met à chanter. C'est un code de l'histoire du chant. Ça existe et on ne pense absolument pas, Olivier et moi, qu'il faut le supprimer. C'est intéressant, à côté de ce code très standard du récital de chant, d'essayer de bousculer, de creuser une forme nouvelle pour le récital. En l'occurrence, là, on est parti de Olivier Messiaen lui-même. Olivier Messiaen, donc tout ça, ça a été très documenté. Il a passé sa vie à dire qu'il était atteint de synesthésie, c'est-à-dire que quand il entend certains sons, il disait ça m'évoque certaines couleurs, et à l'inverse, il dit quand je vois certaines couleurs, j'entends certains sons. Il y a beaucoup de gens, enfin il y a quelques personnes qui sont atteintes de ça, on ne devient pas forcément Olivier Messiaen pour autant, mais c'était ça
la psyché d'Olivier Messiaen, le lien entre le son et la couleur qu'il voyait mentalement. Donc il a établi un code, son couleur. On a travaillé ce code, en fait, et on a placé les deux, la chanteuse et la pianiste, dans une installation lumineuse qui développe le code couleur d'Olivier Messiaen. C'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes deux petites étoiles au milieu d'une myriade d'étoiles dont les couleurs et les teintes changent au fur et à mesure des accords que chante la chanteuse ou joue la pianiste. Donc c'est un peu aussi un exercice scientifique sur le rapport son et couleur. Et encore une fois, ça nous renvoie, j'espère, à une dimension qui est, pour moi, un au-delà du récital, c'est-à-dire c'est autre chose qu'une dame qui chante, c'est une connexion, j'espère, avec un au-delà. Alors enfin, vous allez créer des images vidéo pour un autre cycle, un très grand cycle de Messiaen, pianistique, celui-ci, Les 20 regards sur l'enfant Jésus, qui sera joué au début du festival par Marie Vermelin au piano, ce qui est déjà une très grande performance pianistique. La vidéo est toujours très présente dans votre travail. Comment on aborde la construction, la conception, je dirais, d'un travail vidéo sur une œuvre de cette ampleur-là, pour être à la fois présent, mais pas trop, juste ce qu'il faut? Comment on entre dans le travail? Le titre lui-même appelle au regard, c'est-à-dire appelle à l'image. D'où pour nous l'intérêt évidemment de répondre à Olivier Messiaen par la vidéo. Ce qui nous paraît évidemment essentiel, c'est de ne pas être dans l'illustration. Si on était dans l'illustration, on n'en aurait absolument pas besoin. Je crois que la musique est là en elle-même. Donc nous, notre regard sur l'œuvre en elle-même, c'est justement en effet, sans venir gêner véritablement l'écoute, c'est de voir quels sont les échos, en fait, que l'œuvre peut engendrer chez le spectateur. C'est ça qui va nous guider dans cette recherche. C'est aussi justement une recherche sur les dimensions aussi de cette vidéo et où est située cette vidéo. Est-elle vraiment derrière le piano? En le disant, vous comprenez que c'est peut-être pas le choix qu'on est en train de faire, mais voilà, enfin, c'est de réfléchir en fait à pourquoi ce titre d'Olivier Messiaen, pourquoi la notion du regard, comment la musique accompagne le regard et comment justement le regard peut nous aider aussi à accompagner cette musique, à appréhender cette musique. Eh bien, cher Jean-Philippe, cher Olivier, merci pour toutes ces réponses. Et puis, on va être évidemment ravis de vous accueillir à nouveau pour une saison qui inaugure, avec un peu de retard, mais cette nouvelle résidence. Mais en tout cas, à très bientôt de vous retrouver à l'Opéra de Limoges. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Incontestablement, un temps important dans cette saison, avec aussi la possibilité de s'abonner spécifiquement pour toutes les propositions du festival, au tarif unique de 100 € pour tous les concerts. Début mai, nous retrouverons l'orchestre pour le formidable Poème de l'amour et de la mer de Chausson, chanté par la mezzo Héloïse Mas et dirigé par Pierre Dumousseau, au cœur d'un programme baptisé Poésie des fluides, dans lequel nous retrouverons également la Moldao de Smetana. Nous entamerons ensuite un cycle consacré au destin des reines. Didon, Marie-Antoinette et Aliénor, qui nous amènera progressivement vers la fin de la saison. Dans ce cadre, nous accueillerons pour la seconde fois Juliette Deschamps. Juliette s'est fait désormais une spécialité des concerts mis en images toujours très léchées esthétiquement et poétiques, qu'elle pilote en direct pour coller le plus près à la musique. Cette fois-ci, elle sera accompagnée dans son entreprise par le trio du génial pianiste Paul Lai, un poulain du label Jazz Laborie, cher à Jean-Michel Légoni. Pour suivre, on reverra avec grand plaisir l'esthétique néoclassique de Thierry Malandin avec son ballet Biarritz pour un très beau Marie-Antoinette sur des musiques de Joseph Haydn. On en regarde quelques images.
Après un programme Haydn donné par l'orchestre début juin à l'église Saint-Michel-des-Lions sous la direction de Julien Chauvin, où nous entendrons la symphonie numéro 49, La Passion, et le concerto numéro 2 pour orgue et orchestre joué par Olivier Salandini, nous aborderons l'un des autres temps forts de cette saison, la création d'un opéra consacré à Aliénor. Créer un opéra est toujours un événement. Nous nous y préparons depuis plus de 2 ans, depuis le moment où nous avons passé la commande à Alain Warpy de cette nouvelle partition, mais aussi du livret. Alain Warpy, nous allons justement le retrouver avec son compère Christian Frédéric, co-librettiste et metteur en scène du spectacle. Bonjour à tous les deux. Alors Alain, pour faire un bon opéra, il faut déjà un bon sujet. Le personnage d'Aliénor, il est arrivé très très vite dans nos premières discussions, il y a maintenant plus de 2 ans. Qu'est-ce qui t'inspirait particulièrement dans cette personnalité féminine ? Ce qui m'a particulièrement attaché au personnage d'Aliénor, c'est, je dirais presque d'abord une zone d'ombre pour moi, car c'est un personnage qu'on m'avait présenté dans le passé comme un personnage particulièrement peu recommandable. Donc par nature, ma nature contradictoire et rebelle m'a amené à m'y intéresser, bien sûr, à l'aimer davantage. Et en plus, lorsque j'ai commencé à creuser un petit peu le personnage avant que la décision soit prise par rapport au livret, je me suis rendu compte qu'il y avait des longues périodes chez ce personnage dont on ne connaissait absolument rien. Notamment toute cette période, le mot est tout à fait d'actualité, de confinement, qui a duré 15 ans pour elle. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'imaginer, à travers cette espèce de période blanche, d'imaginer ce que pouvait penser Aliénor, quel était son état d'esprit par rapport à tout ce qu'elle vivait en fait. Alors pour faire un bon opéra, il faut aussi, et c'est moi qui le revendique là, hein, un compositeur qui s'y entende avec les voix. C'est parfois un exercice délicat. Il se trouve que tu es un fin connaisseur de ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes sources d'inspiration musicale ou quel est le compositeur par exemple qui te sert un peu peut-être pas de guide, mais un peu de référence, en tout cas qui a marqué, je dirais, ton parcours artistique et professionnel? Oui, alors tout à fait. Il faut savoir une chose, c'est que jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'aimais pas l'opéra du tout. J'aimais bien sûr tout le reste de la musique, symphonique, mélodie, mais je n'aimais pas l'opéra. Et j'ai découvert l'opéra un jour vraiment par passion avec Wagner et Parsifal. Et le deuxième opéra que j'ai entendu peu de temps après, d'ailleurs, c'était à l'époque de Liebermann, à l'Opéra de Paris, c'est Elektra de Richard Strauss. Et là, pour moi, ça a été vraiment, je dirais vraiment un coup de foudre, une révélation. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai entendu cet opéra avec une distribution de rêve. Il y avait Birgit Nilsson, il y avait Astrid Varney, Léonie Rizanek. Et j'ai pu rencontrer ces artistes à l'issue de ces spectacles de façon très libre. Et là, je me suis dit, mais quand même, la voix humaine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que Richard Strauss, notamment, fait de la voix, pour moi, est quelque chose de fabuleux, car en même temps, on a chez lui tout ce que, quelque part, Mozart avait déjà créé par rapport à la voix, notamment à la voix féminine, sauf que Richard Strauss l'a amené à un degré de dramatisme et de tragique, pour moi, jamais atteint jusque-là. Donc, je dirais que mes références, elles sont là, en fait. Alors effectivement, tu parles des interprètes. Alors pour faire un bon opéra, il faut aussi des bons interprètes. Et là, en l'occurrence, Catherine Hunold, qui chantera donc le rôle principal d'Aliénor, est associée à ce projet quasiment depuis sa gestation, puisque au moment où on évoquait les prémices il y a 2 ans de cette création, Catherine était chantée ici et un jour. À l'occasion d'un déjeuner, j'évoque ce sujet. Et elle a tout de suite accroché à l'idée. Est-ce que le fait de connaître depuis le départ l'interprète principal, notamment, est-ce que ça conditionne l'écriture? Est-ce que tu en tiens compte? Est-ce que tu as cousu sur mesure? Oui, absolument, parce que lorsque j'ai entendu, j'avais déjà entendu Catherine Hunold à travers, bien sûr, tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet, non, des extraits de représentations, mais la chance, c'est d'avoir pu l'entendre, même dans un répertoire de mélodies,
d'avoir pu l'entendre en direct ici à l'Opéra à Limoges. Dans un répertoire de mélodie, mais il est quand même d'un grand compositeur d'opéra, puisqu'il s'agissait de Korngold aussi, qui est un merveilleux compositeur qui fait partie aussi un peu de mon environnement. Et le fait d'avoir pu l'entendre réellement, d'avoir pu entendre toutes les subtilités, toute la richesse de sa voix, de sa voix immense, d'avoir pu parler ensuite avec elle, d'avoir pu partager cette passion pour la voix à un moment donné, pour moi c'était très important, car j'ai retrouvé à travers elle tout ce que j'aimais dans la voix. Donc ça m'a libéré par rapport à l'écriture du rôle, et les quelques échanges que nous avons pu avoir aussi par ailleurs m'ont permis d'affiner par rapport véritablement à sa voix l'écriture du personnage. Donc je pense que c'est une chose très importante, et pour moi en tout cas c'était une grande chance de pouvoir écrire pour quelqu'un, car je crois que par exemple des compositeurs comme Richard Strauss ou Wagner ont toujours écrit pour des interprètes précis, et je pense que s'ils ont fait évoluer l'écriture vocale, s'ils ont amené le degré de perfection qu'il y a dans leur écriture vocale, c'est parce qu'ils justement ils fréquentaient des interprètes et qu'ils savaient pour qui ils écrivaient. Alors Christian, je me tourne vers toi. Pour faire un bon opéra, il faut aussi un bon livret. Tu es un homme de théâtre avec un parcours sinueux et en même temps très complet au fil de ta carrière. Est-ce que tu veux bien déjà te présenter au public de l'Opéra de Limoges, puisque c'est la première fois que tu vas venir ici, à la fois pour signer le livret et pour faire la mise en scène d'Aliénor, et puis aussi peut-être dans un deuxième temps nous raconter comment s'est opéré le travail de coécriture du livret, puisque le livret est co-signé par à la fois le compositeur, et là on retrouve un peu une trace wagnérienne, mais tu as évidemment largement contribué aussi à ce travail, et donc nous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette rencontre avec Alain. Je commence par me présenter alors. Bon, bah, moi j'ai un parcours, j'allais dire classique, simple, comédien, au théâtre et au cinéma, et puis assistant metteur en scène pendant plusieurs années, et puis technicien pendant 8 ans, notamment, je tiens à le dire, 2 ans et demi aux Folies Bergères. J'adore le musical, voilà. Et puis j'ai fondé ma compagnie en même temps. Et j'ai commencé à faire des mises en scène en même temps d'être assistant de plusieurs personnes. J'ai fait une quinzaine d'assistanats. Et puis je suis arrivé à l'opéra en 2012 grâce à Peter Tyler, qui était à ce moment-là au Stade Théâtre de Nuremberg et qui m'a proposé avec 2 autres metteurs en scène européens de faire une adaptation d'Orphée et d'Eurydice dans les sous-sols de la ville de Nuremberg. C'est comme ça que j'ai rencontré l'opéra, et ça a été une révélation. Une véritable révélation, parce que de toute façon je ne connaissais pas l'opéra du tout, et j'ai été accueilli les bras ouverts par toute une équipe, et ça a été pour moi un plaisir fou. Et peu à peu, en discutant avec ces gens-là, on a parlé de Coltès, et ça a enchaîné, où j'ai adapté effectivement Key West avec Florence Doublet, où j'ai écrit le livret et signé la mise en scène pour Strasbourg, pour l'Opéra du Rhin de Strasbourg, et pour le Stade Théâtre de Nuremberg, etc., etc. Alors j'ai rencontré Alain. Alors déjà, c'est très impressionnant de rencontrer Alain, parce que c'est un puits de science. Alors moi, j'ai toujours eu des problèmes à l'école, au lycée, tout ça, etc. Mais c'est un puits de science tellement agréable et tellement généreux que d'abord, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait. Quelle était, pourquoi, quelle était sa passion, quelles étaient ses envies. Il avait déjà pensé à des cadres, à des scènes. Et en écoutant cet homme passionné et passionnant, je me suis mis à réfléchir avec lui à comment aller dans son sens et en même temps amener aussi une énergie, un univers qui m'était proche, qui est l'art contemporain notamment. Et je me suis dit aussi par rapport à ton cahier des charges, qui était de faire quelque chose de pas historique, mais qui soit ouvert sur la lutte des femmes, ou les femmes, le combat des femmes dans le monde. C'est ainsi qu'on a commencé avec Alain à réfléchir à un cadre qui puisse permettre ce qu'il souhaitait, parce que c'est quand même important, c'est le compositeur, c'est le maestro, et aussi comment on pouvait élargir cette problématique d'Aliénor à notre monde contemporain. Voilà, c'était ça notre idée. Donc on comprend que l'opéra que nous verrons n'est pas évidemment une
une reconstitution historique, notamment sur le plan esthétique, hein, et sur la période dans laquelle l'opéra sera situé, du personnage d'Aliénor, mais plutôt une transposition, je ne sais pas comment dire ça, c'est jamais des termes faciles à trouver. Une projection. Une projection, voilà, plus proche de nous, parce que cette femme, Clara Dupont-Moreau, qui nous a accordé un grand entretien dans notre magazine de saison et qui est une fervente d'Aliénor, puisqu'elle a écrit plusieurs livres à son sujet, dit Aliénor, femme puissante. Est-ce que c'est bien ça que nous allons voir et entendre? Bien sûr. Je dirais oui. En effet, c'est une femme puissante, oui. En même temps, je crois que dans l'opéra, on montre aussi ses faiblesses. Et ces faiblesses qui en font justement tout ce qu'il y a de certaines fragilités qui en font tout ce qu'il y a d'attachant dans le personnage d'Aliénor, car je pense que l'histoire en a beaucoup retenu cette puissance, et c'est cette puissance que l'on a combattue, hein, notamment au niveau de la religion pendant des siècles, en créant cette fameuse légende noire d'Aliénor. Et je pense qu'on a oublié que, comme chez tout être humain, il y a aussi des faiblesses, il y a aussi des fragilités. Et ce sont ces fragilités, moi, en tout cas, qui m'ont rendu Aliénor extrêmement attachante et qui m'ont donné la matière à un traitement musical, à un traitement lyrique, notamment du personnage. C'est aussi une mère. Et donc, peut-être on peut dire qu'au fond, cette création, ce sera un Stabat Mater Regina, la mère au pied de la reine. Tout à fait, c'est tout à fait ça. En même temps, c'est ça qui est fabuleux chez elle, c'est que elle arrive à être trois personnages en même temps. C'est-à-dire qu'elle arrive à être à la fois une reine, parce que c'est une reine, vraiment. Elle arrive à être aussi une mère, et je pense une vraie mère par rapport à ses enfants, surtout dans le contexte d'une époque où c'était pas simple pour une reine d'élever ses enfants. Et en même temps, il y a un troisième personnage sur lequel on insiste beaucoup, en tout cas avec Christian, on est tombé d'accord pour insister beaucoup sur ce point-là. C'est aussi une militante à son époque, notamment sur des sujets extrêmement délicats comme le problème de la religion, qui pour Aliénor s'est posé, puisqu'elle a quand même été jusqu'à passer au-dessus de l'autorité religieuse du pape à un moment donné pour obtenir la libération de son fils. Donc elle n'avait, autant c'était quelqu'un qui était profondément attaché à la spiritualité et à la religion, autant c'était quelqu'un qui savait ne pas s'encombrer, je dirais, de la lourdeur d'un pouvoir temporel. Et ça, je crois que cette troisième dimension, on a essayé vraiment de la toucher et de la transposer aussi dans le monde actuel. C'est aussi un sujet d'actualité. Donc ça reste à la fois un opéra qui sera un opéra avec des références historiques, ça sera aussi un opéra très actuel, très présent, et aussi un opéra engagé, il faut quand même le dire. Oui, parce que sans tout dévoiler, quand même, on ne va pas tout dévoiler, mais l'intérêt de tout ça, c'était aussi parce que moi, je pense toujours à un grand poète quand il y a ce genre de projet qui s'appelle Georges Chéferis. Et Georges Chéferis, dans un poème qui s'appelle Au-delà des statues, Georges Chéferis, prix Nobel de littérature grec, disait que si on savait s'enfermer la nuit dans les jardins en Grèce et qu'on savait écouter, les statues parlent quelquefois. Pour moi, une œuvre d'art nous parle à l'instant T présent quand on la découvre et quand elle nous touche. Donc c'était un peu cette idée qu'on avait avec Alain, c'est-à-dire comment raconter ou traverser la vie ou ce moment de vie d'Aliénor et en même temps le faire résonner au XXIe siècle. Donc on a eu cette idée de créer deux personnages, c'est-à-dire Aliénor et Nora. Nora qui est, sans tout raconter, qui est une guide de musée et qui est passionnée par une œuvre représentant Aliénor. Et il se trouve que par la magie des statues ou des œuvres qui parlent aux êtres, ces deux femmes vont se rencontrer. Et en fait, tout ce spectacle est un parcours entre ces deux femmes, qui est un parcours parallèle, parce qu'on rentre aussi dans la tête d'Aliénor, mais on rentre aussi dans la tête de Nora, et ces deux femmes vont à un moment se rencontrer, et il y aura une sorte de passation. Et on va aller encore ailleurs. Et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire ça parle aussi de ce qu'est de la musique, de ce qu'est une œuvre d'art, et qu'une œuvre d'art même ancienne ou contemporaine parle à quelqu'un qui la rencontre à un instant T, et il se l'approprie, et ça peut changer sa vie, et ça peut aussi guider cette personne vers un ailleurs ou vers un combat. Et c'est exactement ce qu'on va raconter.
Bien, je vous remercie et puis on est évidemment impatient de découvrir ce nouvel opéra. C'est toujours un moment émouvant aussi pour une institution lyrique d'assister et de créer en fait une œuvre nouvelle. Merci à tous les deux. Merci. Merci aussi. La saison se clôturera enfin avec une opération singulière, l'opéra à la ferme. En effet, pendant 10 jours, début juillet 2021, nous investirons la ferme de Villefavard en Limousin pour 2 projets. La nouvelle création de Philippe Forger pour Opéra Kids et Un chant, une chance. Ce projet, qui s'appelle Pense bête, sera constitué d'une série d'une vingtaine de petites séquences vocales chantées par les enfants. Celles-ci seront tournées tout au long du semestre par le réalisateur Rémi Bateau et seront ensuite assemblées pour une performance vocale et vidéo au sein de la ferme avec la participation du chœur de l'opéra et de 5 musiciens solistes. Dans cette opération Opéra à la ferme, nous accompagnerons également la création d'un petit opéra de Benoît Dutertre et Pascal Zavaro qui s'appelle Le Coq Maurice. C'est une occasion de découvrir ou de redécouvrir ce très beau lieu au nord de notre département, un lieu de résidence, et de réfléchir aussi à notre relation, à notre environnement naturel. Ne vous y trompez pas, les bêtes dont on parle, c'est nous toutes et nous tous. Cette saison si particulière n'aurait enfin pas pu se dérouler sans un geste fort de solidarité de nos artistes. Cette solidarité trouvera à s'exercer dans une dizaine de concerts donnés tout au long de la saison au foyer du public le dimanche après-midi par les musiciens de l'orchestre et les chanteurs du chœur de l'opéra. Toutes les recettes seront intégralement reversées à un programme de recherche porté par l'Université de Limoges qui s'appuie sur un dispositif de réalité virtuelle pour former les personnels des EHPAD à la prise en charge adaptée des résidents malades du Covid. Voilà. Nous sommes au bout de cette saison. Je pense avoir été relativement exhaustif sur sa programmation. Pour le reste, je vous renvoie au magazine qui fait la part belle à la mise en perspective de tous ces projets, qui apporte plein de clés de compréhension et de lecture et qui permet de découvrir par de nombreuses interviews tous les artistes et toutes les personnes qui ont contribué. Il me reste cependant quelques informations sur l'ouverture de la billetterie et des abonnements, où nous avons opéré cette saison quelques changements pour vous permettre de revenir à votre rythme et nous adapter à des situations, je l'ai dit en introduction, qui pourraient être changeantes en cours de route. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la billetterie sera exceptionnellement ouverte cette saison par trimestre. En septembre, on ouvrira les spectacles d'octobre jusqu'à décembre. En décembre, on ouvrira les spectacles de janvier jusqu'à début avril. Et début avril, on ouvrira les spectacles pour toute la fin de saison. Les formules d'abonnement restent, mais s'adaptent à ce rythme exceptionnel d'ouverture des ventes. Vous souscrirez votre abonnement pour une première période trimestrielle, que ce soit là maintenant, ou plus tard au mois de décembre, ou encore au mois d'avril si vous le souhaitez. En fonction du nombre de spectacles, vous bénéficiez d'un pourcentage de réduction. Et quand vous renouvelez ensuite votre abonnement, au fur et à mesure, vous gardez ce même tarif. Vous voulez devenir mécène et avoir beaucoup de souplesse, vous pouvez cette année souscrire à la carte Alliance. Cette carte individuelle, vous l'achetez 100 €, 50 € vont au mécénat de l'opéra et 50 € iront à un programme de recherche pour la Covid. Avec cette carte, vous bénéficiez d'un tarif réduit avantageux sur toutes vos places, toute la saison, à votre rythme, sans obligation d'un minimum de billets. Pour conclure cette présentation, il me reste à vous dire un très grand merci. Déjà à vous, spectatrices, spectateurs, pour votre soutien tout au long de cette période. Un grand merci également à la ville de Limoges, à la région Nouvelle-Aquitaine et à l'État pour leur soutien ferme pendant cette période. Les subventions ont été maintenues. L'État a mis en place un dispositif d'activité partielle qui nous a permis d'indemniser les artistes. Ça a été d'un grand secours pour tenir l'outil en ordre de marche, prêt à repartir très bientôt. Et puis évidemment, un grand merci aussi à toutes les équipes de l'Opéra parce qu'elles ont vécu une situation complètement inédite.
il n'était pas dans notre culture de nous arrêter. Vous savez que dans le spectacle vivant, on dit toujours le spectacle continue. Et là, on s'est retrouvé du jour au lendemain dans une situation que nous n'avions pas forcément anticipée. Donc tout le monde a fait au maximum de son domicile ou même en venant ici pour certains, pour garder le contact avec vous, les spectateurs, mais aussi avec les équipes artistiques, afin que cette saison que je viens de vous présenter puisse avoir lieu, puisse se dérouler. Donc je vous dis merci encore, portez-vous bien, respectez les mesures barrières, mais n'oubliez pas de vivre.